J'ai été présenté de plusieurs manières dans le passé. Cracheur de feu, artiste, entrepreneur, amuseur public, fêteur. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, me faire présenter comme explorateur de l'espace, ça me laisse pas insensible, puis j'en suis profondément touché. C'était l'annonce du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, qui partira dans l'espace le 30 septembre prochain. À bord de la fusée Soyouz 16, c'était plus un secret, tout le monde le savait. Il sera accompagné de 2 cosmonautes, un Russe et un Américain. On prévoit qu'il devrait passer 12 jours dans la Station spatiale internationale. Avec nous, Hubert Reeves, qui est physicien, on le joint à Paris. Monsieur Reeves, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je suis content de vous parler. Quelle est votre réaction quand vous voyez... je veux pas être... quand vous voyez un milliardaire faire du tourisme spatial? Bon, écoutez, je crois qu'il faut faire une distinction entre les goûts de chacun, continuer à vivre, faire des expériences importantes, la vie c'est toujours là, et puis quel est l'impact écologique de cela. Alors, on ne peut pas être totalement dominé par l'idée de il faut arrêter d'émettre du gaz carbonique, parce qu'autrement, on ne vit plus. Je veux dire, il y a aussi la vie à vivre, et c'est important. Alors, il faut regarder au cas par cas, pour chaque projet, est-ce que, par exemple, tel projet est justifié d'une façon ou de l'autre. Évidemment, ce projet va prendre beaucoup de gaz carbonique, et je suis un peu mal à l'aise par rapport à cela. Par ailleurs, personnellement, je crois que, indépendamment de cela, j'aimerais bien être à sa place. Voilà ce que je peux vous dire. C'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais bien aimer faire moi-même, mais c'est vrai qu'il faut maintenant, on est obligé de prendre en considération chaque fois qu'on fait un geste, un acte, par exemple manger des fraises venant d'Australie quand on sait la quantité de gaz carbonique que ça émet, il faut tenir compte aussi. C'est un point de vue, il faut tenir compte des 2 points de vue, à la fois de la préservation de l'environnement et à la fois de continuer à vivre. Encore une fois, on ne peut pas arrêter de vivre simplement pour préserver l'environnement, parce que pourquoi on préserve l'environnement, c'est parce qu'on a envie de vivre. Mais en même Alors, temps... il faut juger au cas par cas. Moi, je n'avais pas d'opinion particulière sur ce cas-là, sauf que je vous dis, j'aimerais bien être à sa place, mais je serais conscient du fait que, effectivement, c'est un problème. Ouais. Monsieur Reeves, je comprends quand vous dites il faut vivre, mais est-ce qu'on a besoin d'un jet privé pour vivre? Est-ce qu'on a besoin d'aller faire un tour dans l'espace et de passer avant toutes sortes de candidats beaucoup plus compétents pour aller mener une mission scientifique? Oui, je pense qu'il faut juger quand on a un projet qui est pollueur, il faut voir qu'est-ce qu'on en gagne, qu'est-ce qu'on en tire. Par exemple, je pense que c'est bien d'envoyer des nouveaux satellites dans l'espace, même si ça prend beaucoup de gaz carbonique, parce que les satellites ont pour effet d'augmenter la connaissance, de nous faire connaître mieux notre univers, et là, c'est justifié. Je crois qu'il faut regarder encore une fois au cas par cas. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre, mais c'est vrai que je pense que je suis un peu mal à l'aise à cette idée qu'on puisse faire n'importe quoi sans tenir compte de l'impact sur tout le monde. Que quelqu'un veuille dépenser de l'argent pour faire quelque chose dont il en a envie, c'est très bien, c'est son goût. Mais qu'il ne tienne pas compte du fait que cela a un impact sur tout le monde, ça, c'est plus sérieux. Oui. Monsieur Reeves, est-ce que le programme spatial tel qu'on le connaît avec la Station spatiale internationale est encore justifié quand on voit autant de problèmes d'environnement ici même sur la planète et tout l'argent qu'on investit pour aller dans l'espace et la pollution qu'on crée aussi parce qu'il y a beaucoup de pollution dans l'atmosphère? Vous savez, quand on envoie un projet dans l'espace et qu'on dit que ça va coûter $1 milliard, eh bien, il faut se rendre compte que ce $1 milliard, il n'est pas dans l'espace, il est dans la poche des ingénieurs qui ont travaillé. Ces programmes spatiaux relancent l'économie. On l'a vu, par exemple, quand Kennedy a voulu faire son projet lunaire, eh bien, il s'est mis dans l'État le plus pauvre, qui était l'Alabama, un des États les plus pauvres, et cela a relancé l'économie. Donc, ce qui part dans l'espace, c'est un petit peu de métal. Et cela a l'avantage d'ajouter à la connaissance. Par exemple, le télescope Hubble nous a apporté des images magnifiques, nous a fait comprendre des quantités de choses qu'on ne comprenait pas. Je crois que c'est important, encore une fois, de ne pas être trop radicaux sur ce sujet. Il
faut regarder au cas par cas. Aujourd'hui, on sait que ce qui émet le plus de gaz carbonique et ce qui est le plus néfaste, c'est l'habitation, c'est les chauffages urbains, et puis c'est les voitures individuelles. Ça représente presque la totalité du gaz carbonique. Ouais. Les émissions par Hubble, par la NASA, c'est rien par rapport à cela, et le rapport du rendement par rapport à la pollution est extrêmement élevé. Ouais. Qu'est-ce qui vous fascine dans l'astronomie, dans l'espace, M. Reeves? C'est d'essayer de connaître notre univers, de savoir d'où nous venons, quelle est notre histoire. Moi, ce qui m'a toujours intéressé en science, c'est le côté historique. Comment ça se fait qu'on est ici aujourd'hui? Quels sont les événements qui nous ont amenés à être ici aujourd'hui? Et l'astronomie nous a appris beaucoup de choses sur cela, sur les planètes, le rôle des étoiles dans la formation des atomes, le Big Bang et tout ça. C'est un peu notre histoire, c'est un peu notre généalogie. C'est un peu comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse, moi. Comprendre cet univers dans lequel nous sommes nés un beau jour et nous nous réveillons et nous regardons autour de nous, nous essayons de comprendre ce qui se passe, d'où nous venons et tout cela. Et je crois que c'est un des buts de la science et un des buts qu'elle réussit relativement bien, c'est de nous apprendre d'où nous venons. Ouais. Vous êtes donc un petit peu jaloux de Guy Laliberté. Pour vous dire la vérité, oui. Ça, je pense que, indépendamment, s'il n'y avait pas ce problème de réchauffement et de gaz carbonique, si on m'offrait la possibilité de partir dans l'espace, je dirais oui tout de suite. Je crois que ma femme ne serait pas d'accord parce que, en fait, ça c'est notre histoire, elle aurait peur. Mais moi, j'irais. Je trouve que ça doit être une aventure extraordinaire. Ouais, vous pourriez l'amener? Peut-être, oui. Un nouveau voyage de noces dans l'espace, ça serait bien. Oui, ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'on peut être écologique, environnemental et se payer, puis je comprends ce que vous dites et de ne pas vouloir juger Guy Laliberté, d'avoir les moyens de se payer un trip de milliardaire dans l'espace, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est environnementaliste et qu'on crée une fondation comme One Drop pour informer les gens sur l'importance de l'eau et d'autre part de monter dans une fusée Soyouz qui marche au kérosène, sauf erreur, qui est vraiment beaucoup plus polluant que les navettes spatiales américaines? Oui, vous avez raison. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans tout cela. C'est un petit peu incohérent. Il faut bien l'admettre que c'est quelque chose de surprenant que cet argument ne soit pas pris en compte. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Alors, si on est capable d'accumuler 25 millions de dollars, on vous envoie Hubert Reeves dans l'espace? Ça va me poser un vrai problème de conscience, là. Vous allez me mettre devant un vrai problème de conscience, parce que je serai exactement dans la même ambivalence. Ouais. Je me dirais, oui, j'ai très envie d'y aller, mais est-ce que je peux, pour partir dans l'espace, rejeter comme ça des tonnes de gaz carbonique qui influent sur une situation déjà critique, ouais. Puisque nous savons que nous sommes à veille d'atteindre le maximum de gaz carbonique qu'on peut émettre sans arriver à des situations climatologiques dangereuses. La plupart des gens pensent que si nous augmentons encore de 2 degrés, le climat va devenir insoutenable et les phénomènes climatologiques vont devenir très graves. Ouais. Nous avons déjà envoyé 500 milliards de tonnes de carbone et nous savons que si nous doublons cela, la température augmente de 2 degrés et si elle augmente de 2 degrés, alors là, bonjour les dégâts, les tempêtes, les phénomènes comme Katrina vont être des choses régulières, les réchauffements, les périodes, même les froids, les vents. J'étais à Montréal au mois de mars et les gens me parlent du réchauffement climatique, mais on a eu l'hiver le plus froid depuis longtemps. Ça n'a pas de rapport. Le réchauffement climatique, c'est une valeur moyenne sur toute la planète et pendant toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'à tel endroit, il ne fera pas beaucoup plus froid que dans le passé. Il y a eu cette année des phénomènes de grand froid à la fois en Amérique et en Chine, où ça a été beaucoup plus grave et où les gens auraient pu dire vivement le réchauffement climatique. Mais non, le réchauffement climatique, c'est 1 ou 2 degrés, mais c'est des fluctuations énormes
qui peuvent avoir lieu ici et là, qui peuvent faire qu'à Montréal, vous allez avoir moins 40, par exemple. Oui. Monsieur Reeves, avant qu'on se quitte, j'avais assisté à une de vos conférences il y a 8, 9, 10 ans, ici à Montréal, et vous posiez la question, et corrigez-moi si je me trompe, que vous mettiez en doute, non pas l'état de la planète en 2050, mais la présence humaine sur la planète en 2050. Ben, on ne sait pas. Hein. Moi, je ne veux pas être... Je crois que les gens qui font des prédictions, généralement, ils se trompent et je ne veux pas faire de prédictions. Ouais. Ce qui est certain, c'est que si on ne réagit pas rapidement, quel sera l'état de la planète en 2050, personne ne le sait. Ça pourrait être beaucoup mieux si... Bon, par exemple, nous avons la conférence de Copenhague qui va avoir lieu en décembre. Là. Ça va être critique pour l'humanité. Ça va toucher le sort de l'humanité pour des centaines et même des milliers d'années. On va continuer les accords de Kyoto. Rappelez-vous, les accords de Kyoto, c'était réduire de 6% l'émission de gaz carbonique. On s'aperçoit qu'au lieu de ça, on continue à l'augmenter, alors qu'il faudrait la réduire de 50 à 60%. Heureusement, il y a des raisons de penser qu'il va y avoir de l'amélioration. Le gouvernement Obama a déjà promis de faire quelque chose. Et même, on apprend aujourd'hui que l'Union soviétique elle-même vient de s'éveiller au réchauffement climatique. C'était la première fois qu'on entendait quelque chose qui venait de l'Union soviétique. Tout cela l'Europe a fait déjà des promesses, des propositions très intéressantes. Ce qui va se décider à Copenhague en décembre, c'est-à-dire de combien pour cent on va réduire la quantité de gaz carbonique, va influencer l'avenir de l'humanité d'une façon majeure et encore une fois pour des siècles. On va suivre ça cet automne. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Hubert Reeves. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Restez là.